Le 31 décembre 2031, à minuit, la France va récupérer 1396 km d'autoroute gratuitement, sans payer un seul euro. 2 mois plus tard, elle en récupérera 471 de plus, puis 372, puis 1111, puis 1890, et ainsi de suite jusqu'au 30 septembre 2036. Au total, 8370 km, 90% du réseau autoroutier à péage français. Des infrastructures inscrites dans les comptes de l'État pour 194 milliards d'euros. Et pendant que tu regardes cette vidéo, personne n'en parle. Alors on va parler d'autre chose d'abord, d'un chiffre, un seul. En 2024, les sociétés d'autoroutes françaises ont réalisé un résultat net de 4,3 milliards d'euros. La même année, elles ont versé à leurs actionnaires 4,4 milliards d'euros en dividendes. Relis ces deux chiffres. Elles ont distribué plus qu'elles n'ont gagné, le plus haut niveau de dividendes depuis 2016, et dans le même temps, leurs investissements ont baissé de 2,2%. Ce n'est pas illégal, ce n'est même pas anormal, parce que quand tu sais que tu rends les clés dans 7 ans, tu sors le cash et tu arrêtes d'investir dans une maison qui ne sera plus la tienne. C'est rationnel, c'est exactement ce que ferait n'importe quel actionnaire à leur place. Et c'est précisément pour ça que c'est un problème. Parce que la vraie question de cette vidéo, ce n'est pas fallait-il privatiser les autoroutes en 2006. Cette question-là, tout le monde l'a posée. Elle est morte, elle est réglée, elle ne changera rien. La vraie question, c'est celle-ci. Et derrière elle, une deuxième qui va décider de ce que tu paieras sur la route pendant les 30 prochaines années. Qu'est-ce qui remplacera le système actuel? Parce que la réponse est en train d'être écrite en ce moment même au Parlement, sans débat public, presque en silence. Pour comprendre ce qui se joue, il faut remonter à un principe oublié, un principe qui figure noir sur blanc dans une loi de 1955 et que plus personne ne cite. En France, la règle, c'est que les autoroutes sont gratuites. 18 avril 1955, la France sort de la reconstruction. Son réseau autoroutier ne dépasse pas 100 km. L'Allemagne et l'Italie ont des décennies d'avance. Le ministre des Travaux publics s'appelle Antoine Pinet et il fait voter une loi qui porte le statut des autoroutes. Cette loi dit deux choses. La première, l'usage des autoroutes est gratuit, c'est le principe. Il est aujourd'hui codifié à l'article L122-4 du Code de la voirie routière. La deuxième, par dérogation, l'État peut autoriser un concessionnaire à percevoir un péage. Le mot compte, dérogation, l'exception, pas la règle. Et cette autorisation a un caractère précis. Ce que je vais te dire, parce que personne ne le dit jamais, c'est un avis officiel publié par le ministère de l'économie en novembre 1995. La loi du 18 avril 1955 a posé le principe de la gratuité de l'autoroute et le caractère exceptionnel et temporaire des autorisations données par décret en Conseil d'État aux concessionnaires de prévoir des péages. Exceptionnel et temporaire. Alors je vais être précis, parce que sur ce sujet, l'à peu près circule beaucoup et il affaiblit tout le reste. La loi n'a jamais dit que le péage s'arrêterait dès qu'une route serait amortie. Ça, c'est une légende. Ce qu'elle dit, c'est que le péage est limité à la durée de la concession et qu'à l'expiration de cette concession, l'autoroute revient à l'État. Ce qui veut dire que le système repose sur une seule variable, la durée. Et c'est là que l'histoire devient intéressante parce que la durée, on n'a jamais cessé de l'allonger. Regarde la trajectoire. 1961, le réseau à péage français fait 50 km. Un demi-siècle plus tard, il dépasse 9000 km. Et pendant le même demi-siècle, la France a construit 3000 km d'autoroutes gratuites. 3000 contre 9000. L'exception a mangé la règle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un sénateur, Christophe Béchu, dans une proposition de loi déposée en 2012. Elle mentionne, aussi surprenant que cela puisse paraître aujourd'hui, la loi de 1955 a posé le principe de la gratuité des autoroutes, sauf exception. L'exception est bel et bien devenue la règle. Maintenant, comment on en arrive là? Il faut comprendre le montage financier d'origine parce que tout découle de lui. Dans les années 50-60, l'État crée des sociétés d'économie mixte. Escota en 1956 pour la Côte d'Azur, la Société de la Vallée du Rhône en 1957 qui deviendra ASF, Paris-Lyon en 1961 qui deviendra AP2R, SANEF et SAPN en 1963. Ces sociétés sont entièrement publiques. Leurs emprunts sont inscrits au budget de l'État. Leurs tarifs sont fixés par l'État. Elles ne font l'objet d'aucune mise en concurrence. Le concessionnaire pressenti est associé aux études puis signe le contrat. C'est un système entre soi et à l'époque, personne n'y voit le problème. Parce qu'il s'agit de construire vite. En 1963, l'État crée un outil décisif, la Caisse nationale des autoroutes, qui est gérée par la Caisse des dépôts. Grâce à son statut public, elle est notée AAA, elle emprunte donc à des taux très bas et elle prête aux sociétés d'autoroutes. Traduction en langue financière, l'État fournit de la dette pas chère à des sociétés qui n'ont presque pas de fonds propres. C'est un effet de levier massif garanti
par le contribuable. À quel point? Voilà les comptes de ces sociétés en 1993. Chiffre d'affaires, plus de 17 milliards de francs. Endettement, plus de 84 milliards de francs. Capital cumulé, moins 28 millions de francs. Un rapport de presque 3000 pour 1. Aucune banque privée n'aurait accepté ça. L'État, si, parce que c'était lui la garantie. Et c'est là qu'arrive le mécanisme central de toute cette histoire. Il porte un nom technique et froid, l'adossement, mis en place en 1983. Le principe décrit par le Sénat, confié à un concessionnaire existant sans mise en concurrence la construction d'une nouvelle section pas assez rentable et pour équilibrer l'opération, prolonger la durée de sa concession déjà amortie, celle qui dégage beaucoup de trésorerie. Prenons une seconde pour mesurer ce que ça signifie. L'État veut une autoroute. Il n'a pas l'argent. Alors, il ne paie pas 1 euro budgétaire. Il paie en années de péage, des années qui seront encaissées par le concessionnaire sur les sections déjà remboursées depuis longtemps et payées par les automobilistes qui, pour beaucoup, n'étaient pas encore nés. C'est ce que le Sénat appelle sans détour une forme de subvention déguisée. Et politiquement, c'est génial, parce que le coût n'apparaît nulle part. Pas dans le budget, pas dans le déficit, pas dans la dette publique. Il apparaît uniquement dans une chose que personne ne regarde, la date d'expiration écrite en petit dans un contrat. Combien de fois ? Prenons un exemple concret. Cofiroute, concession prolongée à 6 reprises. Voilà comment on passe de concessions conçues pour 30 ans à des contrats qui aujourd'hui courent sur 64 à 75 ans. Il faut ouvrir une parenthèse ici parce qu'elle éclaire tout ce qui va suivre et personne ne la raconte. En 1970, un ministre de l'équipement, Alba Chalandon, décide d'ouvrir le secteur au privé. Un décret du 12 mai 1970 autorise l'État à confier des autoroutes à des sociétés privées. La première société créée s'appelle Cofiroute. Son actionnariat, c'est 8 entreprises du bâtiment et 2 banques. Elle reçoit l'autoroute Paris-Poitiers et Chartres-Le Mans. Et dans la foulée, 3 autres sociétés privées se créent. Acoba sur la côte basque, Area en Rhône-Alpes, Appel sur Paris-Est-Lorraine. Puis arrive le choc pétrolier. Le trafic ne suit pas, les recettes s'effondrent. Résultat, Acoba, Area et Appel font faillite. Elles sont rachetées par l'État pour 1 franc symbolique à partir de 1981. 3 sur 4. La première expérience française de concession autoroutière privée s'est soldée par 3 faillites et 1 sauvetage public. Seul Cofiroute a survécu. Retiens bien ça parce qu'on y reviendra dans un moment quand on parlera du risque. Parce que quand les sociétés d'autoroutes te disent aujourd'hui « nous avons pris un risque énorme », elles ont une histoire à citer et c'est celle-là. Fin des années 90, le système de l'adossement se fait démonter. Pas par une révolte de citoyens, par le droit. D'abord, la loi Sapin de 1993 qui limite forcément les attributions de gré à gré. Ensuite, le Conseil d'État en février 1998 qui annule une concession attribuée sans publicité. Puis un avis du Conseil d'État de 1999 qui verrouille définitivement le mécanisme. Et là, l'État fait un choix qu'il faut regarder en face. Puisqu'il ne peut plus allonger les concessions en 12 projet par projet, il va le faire une bonne fois pour toutes. En 2000, il demande à la Commission européenne l'autorisation d'allonger les concessions de 12 à 15 ans. Autorisation accordée le 4 octobre 2000. Les échéances passent de 2014-2017 à 2019-2033. Et la justification officielle écrite noir sur blanc tient en une phrase. C'était plutôt que d'accorder des dotations en capital supportées par les finances publiques. Autrement dit, plutôt que de sortir l'argent, l'État a sorti des années. Encore une fois. Voilà l'état du système à l'aube des années 2000. Des concessions publiques très endettées, dont les durées ont été rallongées de plus d'une décennie, adossées à des contrats rédigés à la fin des années 50 et au début des années 70. Et c'est cet ensemble-là, sans que personne ne pense à réviser les contrats, que la France va commencer à vendre. Quand on raconte l'histoire des autoroutes françaises, tout le monde commence en 2006. C'est l'erreur. Le moment qui a tout décidé se situe 14 ans plus tôt et il n'a pas été décidé par la droite. Juillet 2001, gouvernement Jospin, le ministre de l'économie Laurent Fabius propose d'ouvrir le capital d'ASF, la plus grosse société d'autoroutes du pays. Le ministre des Transports, Jean-Claude Guessot, est contre. Fabius l'emporte. L'objectif affiché est vertueux, alimenter les fonds de réserve des retraites. En mars 2002, ASF entre en bourse. Prix de l'action, 24 € pour les particuliers, 25 pour les investisseurs institutionnels. L'État encaisse 1,7 milliard d'euros. Garde ce chiffre en tête. 24 €. On va le revoir. Et là, il se produit quelque chose que presque personne ne remarque à l'époque et qui va déterminer tout le reste. Dans les jours et les semaines qui suivent l'introduction en bourse, un groupe de BTP français achète 14,4% du capital d'ASF sur le marché. Ce groupe, il s'appelle Vinci. Personne ne l'en empêche, il n'y a pas de dispositif pour ça. L'État ne réagira que le 31 janvier 2005, en signant un pacte d'actionnaires qui plafonne Vinci à 23%. 3 ans plus tard,
est beaucoup trop tard. Parce qu'à partir d'un moment où un acteur détient déjà un gros bloc du capital, plus personne d'autre n'a intérêt à se battre pour racheter le reste. Tu ne fais pas une offre pour prendre le contrôle d'une société dont un concurrent détient déjà un quart et connaît le dossier par cœur. C'est mathématique. Le verrou de 2006 a été posé en 2002 et il a été posé sur un marché boursier en toute légalité sous les yeux de tout le monde. La suite s'enchaîne. Novembre 2004, AP2R entre en bourse à 40,5 euros. Mars 2025, Sanef à 40 euros. Et là, il y a un détail comptable qui en dit long sur la manière dont ces opérations ont été menées. La Cour des comptes a relevé le niveau de la demande. Pour ASF, les investisseurs institutionnels en voulaient 10 fois plus que ce qui était proposé. 7 fois et demi pour AP2R et 5 fois pour Sanef. Quand tu vends quelque chose et que 10 acheteurs se battent pour chaque lot disponible, il y a un mot pour ça. Ton prix est trop bas. Et pour Sanef, l'État a fait mieux. Il a appliqué une décote de 12% par rapport à l'évaluation de ses propres analystes. Mais tout ça, aussi coûteux soit-il, n'est pas le pire. Le pire, évidemment, c'est ce qu'on n'a pas fait. Le Sénat le formule dans son rapport de 2020 et c'est la phrase la plus importante de tout ce dossier. Ces ouvertures de capital successives n'ont pas été précédées par une révision des contrats de concession qui avaient été rédigés entre la fin des années 50 et le début des années 70. Arrête-toi une seconde là-dessus. On s'apprête à faire entrer des actionnaires privés dans une entreprise qui exploite un monopole et on le fait avec des contrats écrits 20, 30, 40 ans plus tôt. Et tout ça rédigé pour des sociétés publiques dans un monde où le concessionnaire, l'actionnaire et le régulateur étaient la même personne, c'était l'État. Quand l'État se parlait à lui-même, un contrat flou, c'était pas grave, on s'arrangeait. Dès qu'il y a un actionnaire privé en face, chaque zone d'ombre du contrat, ça devient un droit acquis. Le Sénat appelle ça le péché originel. Le mot est juste et il va produire ses effets pendant 30 ans. Je vous emmène au 8 janvier 2005. Dominique de Villepin devient Premier ministre et prononce son discours de politique générale. Au milieu du texte, une phrase. Il annonce la cession des participations de l'État dans les sociétés d'autoroutes. Le Parlement ne votera pas, il n'y était pas obligé. Le Conseil d'État l'a confirmé, une décision de plusieurs dizaines de milliards prise par l'exécutif. Pourquoi? Alors il y a 3 arguments et il faut les prendre au sérieux parce que 2 d'entre eux sont vraiment solides. Le financement des infrastructures. Villepin, devant le Sénat en 2020, le formule ainsi. Les dividendes autoroutiers versés à l'Agence de financement de transport ne représentaient que 332 millions d'euros en 2005 pour un budget d'1 milliard. En vendant, on récupérait d'un coup de quoi financer des années de travaux. Ce n'est pas faux. Un État qui se contrôle lui-même ne contrôle rien. Mais tout le monde n'était pas d'accord et il y a une audition qu'il faut entendre. Il ne faut pas vendre les autoroutes. Si l'on privatise un monopole, il devient une rente de situation et cesse plus ou moins d'être un service public. Le mot rente a donc été prononcé par un ministre en exercice avant la vente. Ce n'est pas une analyse rétrospective de commentateurs. C'est un avertissement formulé à l'intérieur du gouvernement et il n'a pas été suivi. 18 juillet 2005, lancement de la procédure. 22 août, 19 offres indicatives. 7 novembre, offre ferme. 13 décembre, les lauréats sont proposés. Voilà le résultat. AP2R, racheté par Eiffage, associé à Macquarie à 61 euros. 4 offres. L'État encaisse 4,8 milliards. Sanef, racheté par l'espagnol Abertis, avec des partenaires français à 58 euros. 4 offres, 4 milliards. Total encaissé à peu près 14,8 milliards d'euros. Regarde maintenant l'écart entre le prix retenu et le prix plancher fixé par la commission des participations. Pour AP2R, 11 euros au-dessus. Pour Sanef, 11 euros. Pour ASF, l'actif le plus important, 4 euros. C'est le prix de la concurrence. Là où il y avait 4 acheteurs, l'État a obtenu 10% de plus. Là où il y en avait un seul, l'État a obtenu le minimum syndical. Et cet acheteur unique, c'est celui qui avait pris 14,4% du capital sur le marché en 2002. Maintenant, je dois faire quelque chose d'un peu inhabituel dans ce genre de vidéo. Je vais démonter un chiffre qui arrange mon récit. Tu as forcément entendu quelqu'un dire « La Cour des comptes a estimé que les autoroutes ont été bradées pour à peu près 10 milliards d'euros. » C'est partout sur les réseaux, dans les propositions de loi, dans la bouche d'anciens ministres. Voilà d'où ça vient. La Cour des comptes a bien évoqué une valeur d'environ 24 milliards dans son rapport public annuel de 2009, mais cette valeur porte sur 100% du capital des sociétés, alors que les 14,8 milliards encaissés par l'État correspondent uniquement à ses participations résiduelles. 50% d'ASF, 70% d'AP2R, 76% de Sanef. Faire 24 moins 14,8 égale 10, c'est soustraire 2 périmètres différents. C'est une erreur d'arithmétique, pas une révélation. D'ailleurs, contrôle de cohérence. Les acquéreurs
assureurs ont réellement déboursé pour la totalité du capital autour de 22 milliards et demi. Le marché a donc payé un prix proche de l'évaluation de la cour. La différence est allée aux actionnaires minoritaires, ceux qui avaient acheté en bourse en 2002 à 24 € et revendaient à 51. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que le vrai chiffre est plus solide et il suffit largement. La commission d'enquête du Sénat a fait le calcul proprement en 2020. Sa conclusion, le processus de cession en plusieurs étapes, plus l'absence de concurrence sur ASF, ont fait perdre à l'État environ 6,5 milliards d'euros de recettes potentielles, 7,8 milliards en valeur 2020. Décomposition. 5,3 milliards imputables au fait d'avoir vendu en plusieurs fois. 1,2 milliard imputable à l'absence de concurrence sur ASF. Et le rapport du Sénat ajoute une phrase qui retourne complètement le récit habituel. La perte de recettes pour l'État ne résulte pas de la privatisation de 2006, que des introductions en bourse qui l'ont précédée. Regarde les prix et tu comprends. ASF a été vendu 24 € l'action en bourse en 2002. Ça a été racheté 51 € 4 ans plus tard. AP2R 4,50 € puis 61. Sanef 40 puis 58. Les cessions de 2006 se sont fait 50% plus cher que les mises en bourse qui les avaient précédées. Ce qui veut dire que le scandale n'est pas là où on te l'a raconté. Il n'est pas dans la vente d'un gouvernement de droite en 2006. Il est dans une entrée en bourse décidée en 2001 par un gouvernement de gauche à un prix trop bas, sans protection contre la montée d'un industriel au capital. Ce n'est pas une histoire de camp politique, c'est une histoire de compétences en négociation. Et sur ce dossier, l'État a été mauvais 2 fois de suite, sous 2 majorités opposées. Soyons complets, parce que la contrepartie existe. En vendant, l'État a aussi transféré 16,8 milliards d'euros de la dette au secteur privé. Et il a transmis 5 milliards d'euros d'investissements restants à réaliser au titre des contrats en cours. L'argent, lui, a servi, selon Villepin, à hauteur d'environ 11 milliards au désendettement et 4 milliards à l'Agence de financement des transports. Donc non, l'État n'a pas donné les autoroutes. Il a vendu un actif endetté à un prix négocié dans de mauvaises conditions, à un moment où il avait besoin de trésorerie. La question n'est pas de savoir s'il a été volé, elle est de savoir ce qu'il a réellement vendu. Et là, il y a un malentendu que je veux dissiper tout de suite parce qu'il est au cœur de cette vidéo. Depuis 1955, l'État en est propriétaire. Les sociétés concessionnaires n'ont jamais possédé un mètre de bitume. Ce qu'elle détient, c'est un droit temporaire d'exploiter à leurs risques et périls. Ce que la France a vendu en 2006, ce n'est pas de l'asphalte, c'est le droit d'encaisser les péages pendant 30 ans. Et ce droit-là a une date d'expiration. C'est tout le sujet de la seconde moitié de cette vidéo. Mais avant d'y arriver, il faut regarder ce que ce droit a apporté parce que les chiffres sont difficiles à croire. Petit bond dans le temps, je vous emmène le 17 septembre 2014. L'autorité de la concurrence publie un avis sur le secteur autoroutier. C'est un document technique et aride. Et c'est aussi une bombe. Voilà ce qu'elle mesure sur l'exercice 2013. La marge d'EBITDA, ce qui est la rentabilité opérationnelle brute, est entre 65 et 72% du chiffre d'affaires. Marge d'exploitation entre 44 et 51%. Et surtout, marge nette entre 20 et 24%. Pour comprendre ce que ces chiffres signifient, il faut un point de comparaison. L'autorité le fournit et il est assez cruel, on va pas se mentir. Les mêmes ratios calculés sur les groupes Vinci et Eiffage dans leur ensemble. Et ça, concession comprise, donne des marges nettes de 5,1 à 2,3%. Autrement dit, à l'intérieur de ces groupes de BTP, il y a une activité qui gagne 4 à 10 fois mieux sa vie que tout le reste. Ce n'est pas la construction, ce n'est pas l'énergie, c'est le péage. Et entre 2004 et 2013, la rentabilité d'AP2R et de Sanef a doublé. Mais le passage le plus important de cet avis, ce n'est pas un chiffre, c'est une explication. Elle tient dans un paragraphe, le 61e. Et je vais te le lire presque intégralement parce qu'elle vaut un cours entier d'économie. L'évolution du trafic autoroutier est corrélée à des variables sur lesquelles les sociétés n'ont aucune influence. La croissance du PIB, la démographie, le prix des carburants. Elle tombe du ciel quoi qu'elle fasse, sans qu'une telle hausse du trafic entraîne une hausse équivalente des coûts variables. Le chiffre d'affaires des sociétés ne représente donc moins le produit de la vente d'un service que le cumul des redevances versées par les usagers pour l'utilisation des autoroutes. Je te traduis ça en langage très simple. Quand la France a plus d'habitants, ils roulent. Quand l'économie va bien, les camions roulent. Quand les vacances arrivent, tout le monde roule. Le chiffre d'affaires monte. Et pendant ce temps, le coût d'une autoroute, le bitume, les ouvrages, les équipes, ça ne bouge quasiment pas. Une voiture de plus sur une autoroute existante ne coûte rien à personne. Elle rapporte le prix du péage. C'est ce qu'on appelle en finance des coûts fixes. Une fois l'infrastructure payée, chaque euro supplémentaire de recettes tombe presque entièrement au résultat. Et l'autorité de la concurrence, elle en tire la conclusion qui fait un peu tout basculer. Elle pose d'abord un principe général. C'est en fonction du risque que les créanciers et les actionnaires vont déterminer le taux de rentabilité qu'ils vont exiger. Donc,
Un taux de rentabilité élevé pour un risque faible est caractéristique d'une rente. Puis elle applique ce principe. La concession autoroutière ne présente pas un profil de risque si élevé qu'il justifie les taux de rentabilité exceptionnels observés. Raison, c'est un monopole avec une demande captive dont les clients, ils vont pas changer de comportement quand le prix monte, ils vont continuer de prendre les autoroutes. Ce dernier point, il mérite un peu d'être formulé, car c'est un peu toute la mécanique. Quand le prix de ton opérateur de télécom augmente, tu peux partir chez un concurrent. Quand le péage de l'A7, il augmente, tu peux prendre la nationale, mais tu vas perdre 2 heures. Et du coup, ce n'est pas un choix, c'est une punition. Donc du coup, structurellement, il n'y a pas de concurrent à une autoroute. Il y a juste des alternatives qui sont pires. Je propose de passer au montant. Le rapport parlementaire de Jean-Paul Chandguet en décembre 2014 établit ceci. Le résultat net des 7 sociétés historiques a été multiplié par 3,5 en 10 ans, atteignant à peu près 2,24 milliards en 2012, soit près de 28% des péages perçus. Donc sur 10 euros de péage, tu as presque 3 euros qui sont du profit net. Et il nous documente un mécanisme financier précis. En 2006 et 2007, juste après la privatisation, les sociétés ont versé 5 milliards d'euros de dividendes exceptionnels. Et ça a été financé par de la dette. C'est une opération classique en capital investissement. Tu rachètes une société, tu la fais s'endetter et tu utilises cette dette pour te reverser immédiatement une partie de ton investissement. C'est légal, c'est courant et ça revient à faire payer par l'entreprise le prix de son propre rachat. Le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Claude Bartolone, il résume la situation en une formule qui reste la meilleure de cette vidéo, je pense. Le système actuel, il n'est pas illégal, il est illégitime. Ajoutons une petite précision de rigueur tout de même. Ce rapport parlementaire a été publié par la Commission, mais ses conclusions n'ont jamais été formellement adoptées. Ce n'est pas la position de l'Assemblée nationale, c'est le travail d'un rapporteur. Arrive 2015 et 2 épisodes qui, mis côte à côte, forment le meilleur cours de négociation que je connaisse. Épisode 1, le gel des tarifs. En décembre 2014, la ministre Ségolène Royal annonce le gel des péages. Décision politique forte, populaire, annoncée sans négociation préalable avec les sociétés. Sauf qu'un contrat de concession prévoit des hausses tarifaires contractuelles. Geler les tarifs, ce n'est pas exécuter le contrat, et le régulateur l'écrit sans détour. S'agissant d'une inexécution des clauses prévues dans les contrats de concession, le gel des tarifs ouvrait dès lors droit à des indemnisations. Ne pouvait donc avoir pour seule conséquence que de retarder les effets de la hausse. Et la compensation a été intégrale et à l'euro près. Elle a pris la forme de points de hausse ajoutés aux tarifs des années suivantes. Et le régulateur estime le surcroît de recettes qui en résulte à environ 500 millions d'euros. Attention, pas sur quelques années, c'est cumulé jusqu'à la fin des concessions, parce que le niveau tarifaire, une fois relevé, il reste à ce niveau. Elisabeth Borne, alors directrice de cabinet de la ministre, l'a résumé devant le Sénat. Le gel parasitait les discussions et a donné un levier de négociation supplémentaire aux sociétés d'autoroutes. En gros, Madame Royal s'est juste contentée de faire une belle promesse aux Français sans avoir lu les contrats qui liaient les concessionnaires et l'État, comme d'hab. 1 an de péage gelé, payé au prix fort, pendant 20 ans. Encore une fois, l'État va payer en années et pas en euros. Et la Cour des comptes fait le calcul. Dans un référé de janvier 2019, on peut mettre en regard les 3,2 milliards du plan de relance avec la quinzaine de milliards d'euros de recettes supplémentaires que rapportera aux sociétés l'allongement de leurs concessions. Elle ajoute que les pouvoirs publics sont souvent apparus en position de faiblesse. Évidemment, quand tu fais des promesses avant de lire les documents, tu te retrouves souvent le nez dans le caca parce qu'en face, tu as souvent des mecs qui savent lire. 2 détails qui s'achèvent sur le tableau. Le protocole a été signé par Ségolène Royal et Emmanuel Macron. Le secrétaire d'État au transport, Alain Vidali, a refusé de le signer et le document n'a pas été publié. Il a fallu une décision du Conseil d'État en mars 2019, obtenue par un citoyen, pour qu'il devienne communicable. Dernier acte de cette partie, et croyez-moi qu'il est savoureux de cynisme, en février 2021, l'Inspection générale des finances remet un rapport sur le modèle économique des sociétés d'autoroutes. Il chiffre leur rentabilité actionnaire réelle. 11,77% pour ASF et Scota, 12,49% pour AP2R et Area, contre 7,67% attendus au moment de la privatisation. Donc, manque à gagner estimé pour l'État, environ 5,9 milliards. Et ce rapport, il est resté 2 ans dans un tiroir. Il n'a été rendu public qu'en mars 2023. Une question écrite au gouvernement l'a même titré « Rapport étouffé de 2021 ». Et pourtant, c'est là que ça devient intéressant, c'est que ce rapport, c'est pas du tout le brûlot qu'on pourrait croire, parce qu'il dit aussi autre chose, quelque chose qui contredit une bonne partie de ce que je viens de vous raconter. Avant de te donner l'autre version de l'histoire, redescendons au niveau du sol. Parce qu'on parle depuis le début de la vidéo de milliards et que toi, ce que tu vois, c'est une borne et un ticket. Le prix moyen d'un kilomètre d'autoroute pour une voiture, c'est d'environ 9 centimes 3. Pour un poids lourd, c'est 28 centimes. Un Paris-Marseille en autoroute, c'est donc de l'ordre de 70 euros de péage. Et ça, uniquement pour l'aller. Pour un trajet que tu fais peut-être 2 fois par an ou 2 fois par mois, si ton travail l'exige. Tu multiplies ça par les usagers de France, on obtient 100 milliards de kilomètres parcourus sur le réseau concédé en une seule année. Résultat, 12,4
2,4 milliards d'euros de péages qui représentent 97% du chiffre d'affaires du secteur. On a à peu près 63% qui viennent des voitures et 37% qui viennent des poids lourds. Chaque 1er février, les tarifs augmentent, c'est le rituel. Les articles, l'indignation, les plateaux télé. Regardons les chiffres réels des 4 dernières années. 2023, plus 4,75%, 2024, plus 3%, 2025, plus 0,92% et 2026, plus 0,86%. La plus faible hausse depuis 2021 qui est largement inférieure à l'inflation. En fait, je donne ces chiffres parce qu'ils sont têtus et parce qu'ils contredisent le récit facile. Non, les péages n'explosent pas en ce moment. Cette année, ils augmentent moins vite que ton panier de courses techniquement. Alors pourquoi l'indignation annuelle? C'est parce qu'on regarde en fait le mauvais chiffre. La hausse d'une année, c'est du bruit. Le signal, c'est le niveau atteint. Le résultat de 20 ans de hausse contractuelle indexée, appliquée mécaniquement chaque année sur un prix de départ qui n'a jamais été remis à zéro. Du coup, c'est pas la marche supplémentaire qu'on a prise cette année, c'est l'escalier entier qu'il faut analyser. Et c'est la raison pour laquelle le débat public sur ce sujet, il est souvent mal posé. Tout le monde s'énerve sur 0,86% et personne ne regarde la date d'expiration du contrat qui a produit les 20 années précédentes. Deuxième question, et la plus légitime de toutes, quand tu payes 10 euros au péage, où est-ce que ça va? Une partie, évidemment, va à l'exploitation. Les équipes, la viabilité hivernale, la sécurité et l'entretien courant. Le dernier poste, à lui seul, il représente environ 800 millions d'euros par an pour l'ensemble du réseau concédé. Une partie va également aux intérêts de la dette. Le secteur porte plus de 30 milliards d'euros de dette financière à un coût moyen d'environ 3,2%. Une partie va à l'État, et crois-moi qu'elle est plus grosse que ce qu'on imagine. L'État prélève en moyenne 36% du chiffre d'affaires des autoroutes en fiscalité. Et ça, c'est un point que, évidemment, les sociétés d'autoroutes, elles mettent en avant, et il est exact. Il y a l'impôt sur les sociétés, qui représente 1,6 milliard sur le seul exercice 2024, auquel s'ajoute une fiscalité spécifique d'environ 1,2 milliard par an, dont une taxe assise sur la distance parcourue et une redevance domaniale, plus la fiscalité générale. Autrement dit, l'État touche déjà une part très substantielle de ce que tu paies au péage. Sauf que, et c'est là que ça coince, cet argent ne revient pas sur la route. Aujourd'hui, moins de 15% du chiffre d'affaires autoroutier est effectivement affecté au financement des infrastructures de transport via l'agence dédiée. Le reste part au budget général. Il finance des écoles, des hôpitaux, des retraites, du remboursement de dettes. Ce n'est pas illégitime, c'est le principe même d'un budget, mais ça veut dire une chose. Quand tu payes un péage, tu ne payes pas seulement ta route, tu payes un impôt qui ne dit pas son nom sur un réseau que l'État possède déjà. Et le reste, ce qui n'est ni exploitation, ni dette, ni impôt, c'est le résultat. Celui dont on vient de voir qu'il représentait dans les meilleures années jusqu'à 24% du chiffre d'affaires. Voilà la décomposition. Elle explique pourquoi ce dossier est si politiquement inflammable. Tout le monde a une part et personne n'a envie d'y renoncer. Si je m'arrête maintenant, t'as une vidéo confortable. Les méchants, les chiffres, l'indignation, et c'est la fin. Le problème, c'est que la réalité existe, et sur ce dossier, il existe des faits qui vont dans l'autre sens. Je vais te les donner, parce que sinon, tout ce que je viens de dire, ça vaut rien. L'autorité de régulation des transports est l'autorité indépendante chargée de surveiller ses concessionnaires. En novembre 2024, elle va publier un rapport dont le communiqué est titré ainsi. Alors que leur échéance approche, la rentabilité des concessions historiques ne peut pas être considérée comme excessive. Ces chiffres, un taux de rentabilité interne à 7,9% en moyenne pour les 7 sociétés historiques privées contre un coût du capital estimé à environ 7%, un écart de 0,9 points que le régulateur juge non significatif compte tenu de la précision de la mesure. Le régulateur indépendant, celui qui a accès aux comptes détaillés, dit donc l'inverse total du Sénat. On dit les autoroutiers comme un bloc, c'est faux. Le rapport de l'inspection des finances est formel. SANEF SAPN affiche une rentabilité actionnaire de 7,70% contre 7,67 attendu en 2006. Donc on a à peu près 3 centimes de points d'écart. Sur ce dossier, un groupe entier a gagné exactement ce qui était prévu, ni plus ni moins. L'inspection des finances publiques a identifié la cause principale du surprofit. Les taux d'intérêt sont passés d'environ 5 à 6% en 2006 à moins de 2% en 2020. Quand tu portes 30 milliards de dettes et que le coût de cette dette s'effondre, ta rentabilité, mécaniquement, explose sans que tu aies rien fait de particulier. Parce qu'effectivement, les intérêts d'une dette est une charge. Donc, si tu refinances à un taux moindre, tu auras moins de charges, donc plus de renta. Personne ne pouvait le prévoir en 2006, ni l'État, ni les acheteurs. C'est juste un cadeau structurel qui leur est tombé dessus. Souviens-toi de la parenthèse en début de vidéo. 3 des 4 sociétés d'autoroutes privées des années 70 ont fait faillite après le choc pétrolier. Et l'autorité de la concurrence elle-même documente le cas espagnol. 8 sociétés de concession en faillite, 2 au bord et un plan de sauvetage de l'État espagnol. Un modèle où l'on investit d'abord et où l'on encaisse 30 ans plus tard, c'est très risqué.
Ça s'appelle une courbe en J, littéralement. Des années de pertes, puis des années de profit. Et l'autorité de la concurrence reconnaît noir sur blanc que la rentabilité actuelle est cohérente dans son principe avec le modèle économique des concessions. Sur le réseau concédé, les propositions d'ouvrages d'art en mauvais état est de 2,1%. Sur le réseau national non concédé, celui que l'État gère lui-même, elle est de 7,1%. Budget entretien, 112 millions d'euros par kilomètre réseau côté concédé et 71 millions côté public. Alors évidemment que ça n'excuse rien sur les marges, mais ça interdit la conclusion facile qui est il suffit que l'État reprenne tout. L'État gère déjà les routes et il les gère moins bien et c'est factuel. Voilà où on en est. 3 institutions sérieuses, 3 lectures différentes des mêmes comptes. Alors qu'est-ce qu'on en fait? On en fait ceci. Pour moi, le débat sur la rente, c'est un piège. Il occupe tout l'espace, il oppose des rapports contradictoires, il durera jusqu'en 2036 sans jamais être tranché. Et pendant ce temps, la seule question qui a encore des conséquences pratiques ne reçoit aucune attention. Cette question, en fait, c'est celle du départ. Je vous propose de vous emmener au 31 décembre 2031. Ce jour-là, la concession de Sanef va s'achever. Et il se passe quelque chose de juridiquement remarquable. Les infrastructures reviennent à l'État gratuitement. Pas de rachat, pas d'indemnité. C'est le principe des biens de retour confirmé par le Conseil d'État. Ces biens appartiennent à la personne publique dès leur réalisation et font un retour gratuitement à la fin du contrat. C'est même inscrit dans la comptabilité des sociétés, sous un nom parfait, l'amortissement de caducité. Un amortissement dont l'objet n'est pas de constater une usure, mais de ramener la valeur des ouvrages à zéro le jour de l'expiration, parce qu'ils ne vaudront plus rien pour elle. Sauf qu'il y a une condition dans les contrats, c'est que les biens doivent être rendus dans un bon état d'entretien. Et c'est là que 40 ans de contrats mal rédigés te reviennent en pleine figure. Parce qu'en fait, les contrats historiques ont été écrits dans les années 50 et 70. Ils n'ont jamais été révisés et ils se contentent de cette formule, que le Sénat lui-même qualifie d'expression sibylline sans lui donner de définition. Bon état d'entretien. Selon quels critères? Mesuré comment? Par qui? On ne sait pas. Il a fallu des avenants signés en janvier 2023, soit 8 ans avant la première échéance, pour commencer à définir tout ça. J'ai envie de dire qu'il était temps. Et là, retenez-vous de rigoler, la procédure de fin de concession, elle prévoit un état des lieux du patrimoine. Et cet état des lieux, elle est réalisée par qui? Par le concessionnaire lui-même. Et bien, le Sénat a trouvé la comparaison exacte. Si l'on dresse un parallèle entre les locations immobilières, ce n'est pas le locataire qui se charge de réaliser son état des lieux de sortie. C'est extrêmement bien dit. Alors voilà, c'est toute l'affaire résumée en une phrase. Maintenant, je vous propose d'écouter ce que dit l'autorité de régulation des transports. Celle-là même qui refuse de parler de rentabilité excessive sur ce point précis, elle est catégorique. Si en cours d'exécution de leur contrat, les concessionnaires sont incités à bien entretenir le réseau, ces incitations s'amenuisent à la fin du contrat. Et elle ajoute que les contrats sont incomplets et ambigus au bout de 73 ans. Puis, dans un autre document, elle observe que la tendance à la hausse de la distribution de dividendes en fin de concession devrait se prolonger jusqu'à l'échéance. Je te propose de revenir maintenant aux chiffres que je t'ai cités en début de vidéo. En 2024, on a eu une distribution de dividendes de 4,4 milliards en hausse de 8,7%. Ça a été le plus haut niveau depuis 2016, soit plus des 2/3 des flux de trésorerie opérationnels. On a un résultat net à 4,3 milliards qui est en baisse. Un investissement de 1,3 milliard en baisse également de 2,2%. Le régulateur lui-même avait prédit le comportement et les comptes le confirment d'eux-mêmes. Ce n'est pas un scandale, c'est de la finance élémentaire. Personne ne repeint la façade d'un appartement qu'il quitte dans 7 ans. Alors combien? L'autorité de régulation a chiffré ce qui devrait être fait d'ici la fin des concessions jusqu'à 10,3 milliards d'euros. On décompose tout ça. On a 4 milliards d'entretien courant sur les 5 dernières années, 1,2 milliard d'efforts supplémentaires sur les chaussées et les ouvrages d'art, entre 0,4 et 5,1 milliards d'investissements dits de seconde phase, des élargissements prévus dans les contrats et jamais réalisés. 37 opérations sur environ 1000 km, plus d'un dixième du réseau. L'écart entre 0,4 et 5,1 milliards, c'est-à-dire un facteur 12, dépend uniquement de la lecture qui est faite des clauses contractuelles. 12 fois sur des contrats, c'est le prix de l'imprécision. Alors il y a des points de vigilance particuliers évidemment. Les ouvrages d'art dits évolutifs, c'est des points qui ne présentent pas de danger immédiat mais dont la structure peut se dégrader rapidement. Ils représentent environ un quart des ouvrages du réseau concédé pour au moins 1 milliard d'euros d'enjeux. À sa décharge, l'État a commencé à agir. En mars 2025, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, il lance les premiers programmes de bon entretien de fin de concession pour Sanef et Escota, plusieurs centaines de millions d'euros de travaux à la charge des sociétés sans hausse des péages avec des garanties financières et des audits au moins semestriels. La définition du bon état a été élaborée avec le CEREMA
CEREMA, le Centre d'études des tunnels et l'Université Gustave Eiffel. Honnêtement, c'est sérieux, c'est tard, mais c'est sérieux. Le reproche du Sénat porte sur le niveau d'exigence. Son rapporteur Hervé Mouret écrit que l'État applique une doctrine bien moins exigeante que les recommandations faites par le régulateur et qu'il accepte de se voir remettre des infrastructures dont il sait que seulement quelques années plus tard, elles devront faire l'objet de lourds travaux. Et il décrit un État concédant dos au mur, pressé par les détails soucieux avant tout d'éviter un contentieux qui durerait des années, quitte à sacrifier une part de ses intérêts patrimoniaux. Un locataire qui rédige son état des lieux face à un propriétaire pressé d'en finir, tu connais l'issue de cette négociation. Il reste une question et c'est celle-là qui décidera ce que tu paieras jusqu'en 2060, je te rassure moi aussi. Qu'est-ce qui vient après ? La réponse est largement écrite et elle n'a fait l'objet d'aucun grand débat public. Le 9 juillet 2025, à l'issue d'une conférence sur le financement des transports, le gouvernement a tranché. Ce sera encore des concessions, mais rénovées, plus courtes, avec des périmètres revus, un encadrement de la rentabilité et une révision des paramètres économiques tous les 5 ans. Le régulateur, lui, plaide pour des durées de 15 à 20 ans contre 64 à 75 aujourd'hui. Ce qui est logique de raccourcir un petit peu. Et le 11 février 2026, un projet de loi cadre a été déposé au Sénat. Son article 1er affecte au transport les recettes futures des concessions renouvelées entre 2031 et 2036. Le Sénat l'a adopté le 28 avril par 318 voix contre 19. Et l'Assemblée l'a voté en commission le 3 juillet. L'enjeu chiffré, environ 2,5 milliards d'euros par an de recettes qui seront fléchés vers les transports, sans hausse des péages. Et ça, on doit le mettre en face à un besoin annuel de régénération estimé à 3 milliards. Et non, les péages ne disparaîtront pas. Ce n'est pas une trahison, c'est une position assumée et argumentée. Le Sénat la formule sèchement. La gratuité, un piège démagogique à éviter. Avec un argument qu'on entend rarement, 43% du trafic poids lourd sur ces autoroutes est étranger en transit. Supprimer le péage, c'est transférer la facture de l'entretien des transporteurs internationaux vers le contribuable français. D'ailleurs, les Français ne sont pas dupes. 58% préfèrent le financement par le péage à celui par l'impôt. Alors la leçon. Dans ma vidéo précédente sur ArcelorMittal, elle tenait en une phrase. On ne verse pas d'argent public sans clause opposable. Ici, c'est exactement la même mécanique, mais vue par l'autre bout. La valeur d'un contrat ne se joue pas à sa signature, elle se joue à sa sortie. Tout ce qu'on vient de voir découle d'une seule négligence. Pas d'une trahison, pas d'un complot, d'une négligence. On a vendu le droit d'exploiter un monopole avec des contrats écrits 20 à 40 ans plus tôt, sans les réviser, sans définir ce que rendre en bon état voulait dire et sans encadrer ce qui se passerait à la fin. Négligence totale, voire même manque de professionnalisme à ce niveau-là. Le reste, les marges à 24%, les années échangées contre des travaux, les dividendes supérieurs aux bénéfices, n'est que la conséquence logique de cette imprécision initiale. Les sociétés d'autoroutes, elles n'ont pas triché, elles ont lu le contrat mieux que celui qui l'avait écrit. Évidemment, ça, tu peux le transposer à ta situation. Ton bail, ton contrat de travail, ton crédit, ton assurance. Ce qui compte n'est jamais ce qu'on te promet à la signature. C'est ce qui est écrit sur les conditions de sortie. Le préavis, l'indemnité, l'état de restitution, la clause de résiliation. C'est toujours là que se trouve l'argent. Il reste 5 ans avant la première échéance. Les contrats se réécrivent en ce moment au Parlement. Ce sera la dernière occasion avant très longtemps. Et cette fois, ça serait pas mal de lire jusqu'au bout et d'écrire son contrat correctement.